Juste un petit mot de ce qui s'est passé hier entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Beaucoup d'accolades, beaucoup d'embrassades. Ils s'aiment bien. Ils s'aiment bien, oui, c'est absolument incontestable. C'est humain, c'est... Voilà, ils sont copains, voilà. Je pense qu'ils parlent le même langage, je pense. Ils se connaissent depuis longtemps maintenant. Des affaires. C'est deux vieux de la vieille de la politique, même si Macron a, on peut dire ça. un rapide calcul, 29 ans de moins que Mais en Trump, tout cas, le courant passe. Le courant passe. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron ramène? Ça, c'est encore autre chose. Rien. On va juste voilà, vous avez fait l'analyse en un mot. Mais j'aimerais qu'on écoute un petit extrait d'un moment où Donald Trump part d'Emmanuel Macron et de ce fameux dîner sous la Tour Eiffel qu'ils ont fait avec leurs épouses. Écoutez. Je veux juste vous raconter une petite histoire. Nous étions à la Tour Eiffel pour un dîner avec votre merveilleuse femme et la mienne. Nous sommes sortis et le président Macron a commencé à parler en français. Et on n'avait pas d'interprète. Il a parlé, alors j'ai répondu oui, oui, oui. Et il m'a bien eu parce que le lendemain j'ai lu les journaux et je me suis dit c'est pas du tout ce qu'on s'était dit. C'est un petit malin, je vous le dis. C'est un petit malin. C'est ce que dit le président américain, Alexandre Mandel. Oui, c'est le businessman qui parle aux banquiers, d'ailleurs, c'est vrai. Oui, il parle le même langage. Trump a évidemment peu de sympathie, voire pas du tout, parce qu'aux États-Unis, Macron est connu aux États-Unis, curieusement, c'est le symbole de ce qu'il ne faut pas faire, je me casse la gueule sur la chaise, du wokisme, etc., dans l'esprit conservateur américain. Mais en même temps, ils aiment bien ce parallèle, c'est-à-dire d'outsider. Trump était un outsider en 2016, c'est plus le cas maintenant, puisqu'il a le Parti républicain en main. Et il considérait Macron aussi comme un outsider, quelqu'un qui est venu bousculer le jeu politique en 2017. Et ça, ils aiment bien, les deux s'aiment bien là-dessus. Et c'est une success story aussi, ils aiment bien ça. Success story, et moi, j'entends souvent les gens critiquer l'anglais de Macron. Il est un peu scolaire, son anglais, c'est vrai, mais il parle très bien anglais. Franchement, oui. Macron parle très bien anglais, beaucoup mieux que la plupart des Français. Et ça joue aussi beaucoup. Gauthier Lebret. Non mais on s'était dit, est-ce qu'il y a un risque d'humiliation pour Emmanuel Macron? Oui, alors qu'Alexandre Mandel va remettre sa chaise. Voilà. C'est les aléas du direct, vous savez, tout peut se produire en direct. Est-ce qu'il y a un risque d'humiliation pour le chef de l'État français? Alors que dans public, hein. Là, non, vous savez, Donald Trump... pour Emmanuel Macron, là. Voilà, non, c'est ça. Il n'y a pas eu d'humiliation. Donald Trump bien traité. Donald Trump est capable... Par rapport au président polonais, par exemple, qu'il a reçu uniquement 10 ou 15 minutes. Et même par rapport au premier mandat, où il faisait les pellicules sur la veste d'Emmanuel Macron. Non, c'est le style Trump, ça. Oui, Trump a été reçu à Paris, au 14 juillet. C'était une possibilité. Oui, exactement, Notre-Dame. Allez-y, Gauthier Lebret. Non, c'était une possibilité qu'il soit humilié, surtout que dans sa vidéo TikTok, il disait je vais dire à Donald, ça ne te ressemble pas, c'est pas toi Donald, qu'est-ce que c'est de céder comme ça à Vladimir? Donc bon, à mon avis, Emmanuel Macron n'est pas allé jusque-là dans la familiarité avec Donald Trump. D'ailleurs, c'est marrant qu'en France, il le tutoie, aux États-Unis, il le vouvoie quand il prend la parole en français. Il a vouvoyé Donald Trump pendant toute la conférence devant les journalistes hier. Ne soyez pas dupes, Gauthier. Je ne suis dupe de rien. Qu'est-ce que vous voulez? Dans la mesure où le tutoiement n'existe pas en langue anglaise. Non, mais lui, j'ai bien compris. Merci, je sais. Mais lui en anglais, lui en français, il vous voyait Donald Trump hier, alors qu'il le tutoyait en français toujours. En français. Donald, il comprend pas. Il lui dit Donald quand il est dans le bureau ovale et il lui dit Monsieur le Président quand il est formellement à la... C'est la bienséance. Bon, bref, tout s'est bien passé, c'est formidable. Non, ça s'est mal passé. Non, mais la réalité, c'est que ça s'est pas bien passé. Non, mais tout le monde dit, c'est faux. Mais ça s'est pas bien passé. La vision qu'Emmanuel Macron, le projet qu'il a pour la paix en Ukraine n'est absolument pas le projet que Donald Trump a présenté hier. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est pas du tout anecdotique. Donald Trump, à l'arrivée d'Emmanuel Macron, avant la conférence de presse, commence à faire toutes les annonces. Et donc, Emmanuel Macron a complètement l'air coupé sous le pied, puisque au moment de la conférence de presse qui intervient après, Emmanuel Macron est obligé de suivre ce que dit Donald Trump. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'Emmanuel Macron, sans doute, n'aurait pas dû faire. C'est expliquer dans des médias français l'intention qu'il avait et expliquer la stratégie qu'il voulait aux internautes vis-à-vis de Donald Trump. En diplomatie, il faut toujours garder ses cartes en main. Partie de poker, exactement. Et vous ne dévoilez pas votre stratégie 2 semaines avant. Il a déjà fait cette erreur avec Vladimir Poutine à l'époque. Lorsqu'il voulait entretenir un dialogue, c'est aussi le fait de trop parler qui a entaché justement ces négociations. Oui, mais tout ça, c'est de l'affichage. Le résultat, on le connaît, il n'y en a quasiment pas. Bien sûr. Mais
on va envoyer des soldats français faire la force d'interposition. Il a parlé aux internautes pour dire voilà, je vais m'en occuper, je vais lui dire, je vais pas. Et puis après, il a des belles images avec Donald Trump où ils sont copains, ils se tapent tous les deux sur l'épaule. Voilà, donc il a fait de l'affichage. Après, moi, je préfère que ceux qui je suis pas mauvais pour l'image de la France. Patriote que vous, parce que quoi qu'on pense de Macron, je préfère que ce soit Trump qui tape sur l'épaule de mon président que celui de Giorgia Meloni contre. J'ai rien sinon sa francophobie. Je trouve que c'est pas une séquence si mauvaise que ça pour la France non plus. Parce que si vous regardez la réaction des Américains, si vous regardez, il donne ensuite une interview à Fox News. Donc non, mais sur un format long en plus. Sur un format long, le soir, c'est-à-dire une heure de grande écoute aux États-Unis. Et on n'est pas si mal traité que ça. Ça veut dire encore qu'on a encore une image à l'étranger, du moins, qui est peut-être un peu plus, comment dire, meilleure que celle que nous-mêmes nourrissons à notre égard. Nous pensons. Gauthier, c'est peut-être ça, au fond, l'explication. Oui, après, le narratif de Donald Trump s'est quand même imposé hier. C'est-à-dire que la semaine dernière, il traite Volodymyr Zelensky de dictateur. Il dit c'est lui qui est responsable de l'invasion de son propre pays, donc pression maximale, et je vais lui faire signer un accord sur les terres rares. Bon. Il le traite d'escroc aussi. Oui, il le traite d'escroc, alors que en plus, plus la Russie avance, plus c'est eux qui récupèrent ces denrées rares sur lesquelles Donald Trump veut commercer. Donc c'est quand même son narratif qui s'est imposé. Le narratif de la paix, du cessez-le-feu à tout prix et il a existé ce narratif-là aussi. Oui, mais c'est celui de Donald Trump, le narratif de la paix et du cessez-le-feu à tout prix. Il a quand même dit hier, il a remis un coup de pression, c'est soit le cessez-le-feu, soit la Troisième Guerre mondiale. Donc ça, à chaque fois, c'est la méthode Trump. Tout le monde le prend un peu pour un personnage loufoque. Mais enfin, il sait parfaitement ce qu'il fait. Il met une pression maximale sur ses interlocuteurs. Et même si, il est vrai, Emmanuel Macron n'a absolument pas été humilié hier, il a été entendu, il a été bien traité par Donald Trump, qui a même dit que les États-Unis et la France étaient sur la même longueur d'onde, ce qui n'était pas le cas 24 heures avant cette déclaration. C'est quand même le narratif de Donald Trump qui s'impose. Et imaginez si avant l'été, il arrive à obtenir un cessez-le-feu avec entre l'Ukraine et la Russie, après l'accord sur les otages, ça sera quand même une double victoire politique pour Donald Trump en quelques mois. Et la France n'aura qu'à envoyer des soldats avec l'armée britannique pour faire pas que la France. Là, c'est franco-britannique. Il n'y a que la France et la Grande-Bretagne qui a dit OK. Mais parce qu'il faut une force d'interposition pour figer... Ça sera comme en Corée. Comme en Corée, le conflit, pour empêcher les Ukrainiens et les Russes de continuer. Deux puissances nucléaires. Et ça va durer. Et ça va coûter cher. Et les Américains disent, vous voulez votre sécurité, votre paix, vous la payez. Et notre armée déjà. Et nous, on va s'occuper des terres rares et on va les envoyer. On continue juste un tout petit mot sur ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Donc Emmanuel Macron vient de dire qu'il a parlé au président Zelensky, au Premier ministre britannique. On va écouter Pierre Lelouch, qui était là encore l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, parce qu'il dit qu'en réalité, ce sont les Américains qui ont gagné sur cette séquence et qu'au fond, l'Europe est la grande perdante. Dans cette histoire, le paradoxe, c'est que les Américains sont les grands gagnants. Parce que... Sur quel plan, dites-nous, Pierre Lelouch ? Ils ont vendu des dizaines de milliards de dollars d'armes. Ils ont remplacé le gaz russe qu'on n'achète plus. Ils nous vendent du gaz liquéfié américain 4 fois plus cher. D'accord ? Ils ont saigné l'armée russe sans perdre un seul soldat, en laissant la note du boucher aux Ukrainiens. Parce que c'est eux qui ont payé le prix du sang, pas les Américains. Et là, ils montrent qu'ils dominent complètement le jeu, puisque tout le monde est obligé d'accepter. Et ils sont les faiseurs de paix aujourd'hui. Donc, vous voyez, sur le plan américain, c'est un sans faute. Alors, vous validez, Alexandre Mindel, c'est un sans faute. Non, je disais, Pierre Lelouch, je viens d'apprendre que c'est cynique, la politique, politique américaine. Il est très, très lucide sur la situation. C'est bien ça, c'est bien ce que je dis. On peut être lucide et dire justement que, oh, surprise, les Américains pensent à leur intérêt. Et ils y pensaient déjà sous Biden. On n'a pas attendu Trump pour que les Américains prennent d'abord en considération leurs intérêts, notamment quand ils vendaient des armes à l'Ukraine, parce que ça leur permettait de subventionner leur propre industrie. D'accord. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils allaient demander l'addition, quoi. Je trouve que c'est très exagéré de la part de Trump de dire que ça leur coûtait les yeux de la tête, alors qu'eux-mêmes se sont auto-subventionnés sur cette guerre-là. Quand vous regardez le coût, le budget du Pentagone consacré à la guerre en Ukraine, c'est 2% d'un budget qui est déjà de 40% du budget américain. Donc, c'est rien du tout. Tout ça pour vendre des armes américaines. C'est pas grand-chose. En fait, c'était une bonne affaire, plutôt la guerre en Ukraine. Très bonne affaire pour les Américains. Et ça va continuer d'une autre façon, mais c'était une bonne affaire sous Biden, et maintenant, c'est une autre
bonne affaire sous Trump. Bonne affaire avec 1 million de morts à la clé, côté russe et côté ukrainien. Pour les Américains, c'est une bonne affaire. Bon, Ami El-Khatmi, mais oui, il y a du cynisme évidemment dans ces affaires internationales. C'est oui, voilà, évident. Mais vous avez raison de rappeler que ça se fait aussi sur le dos des Ukrainiens. D'Ukrainiens qui ont été massacrés, de crimes de guerre, de familles décimées. Donc, effectivement, d'enfants déportés. Évidemment, et évidemment, ces discussions sur l'argent peuvent paraître un peu déplacées. Après, je pense qu'il ne faut pas tomber sur ce sujet dans l'anti-américanisme primaire, dans la mesure où si les Américains n'avaient pas été là, alors ça dépend si vous souhaitez la victoire de la Russie en Ukraine ou si vous souhaitez la paix, ou voilà, ça dépend de ce que vous pensez, votre opinion sur le conflit. Mais globalement, sans les États-Unis, Volodymyr Zelensky ne serait plus là depuis très longtemps. Et puis nous, on n'aurait pas pu non plus soutenir l'Ukraine. Après, c'est des choix politiques, mais que les Américains soient dans la défense de leurs intérêts stratégiques, comme vous l'avez évoqué, ils ont toujours été comme ça. Et nous, Français, on a toujours été dans la moraline. Et d'ailleurs, c'est regrettable, parce que dans toutes les opérations qu'on a... La seule chose qui change, on n'a jamais défendu nos intérêts. Il le dit ouvertement. Alexandre Manel. Il l'avait annoncé avant. Il le dit ouvertement. Oui. Ce que ne faisait pas l'administration démocrate, qui faisait rigoureusement la même chose, penser à ses intérêts, avec derrière cette idée que, regardez, on va sauver l'Ukraine des mains de... Et vous pensez qu'on peut avoir une résolution du conflit là dans les prochaines semaines? Je n'en sais rien. Ouais, ça dépend des conditions. Ils doivent se rencontrer, on ne sait même pas quand. Vladimir Poutine a peu parlé pour l'instant. Oui, et Vladimir Poutine, je pense même qu'il est très surpris qu'il aille aussi loin, Trump, jusqu'ici. Moi, je trouve que c'est... je trouve que... Je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que le bon point, c'est que la France soit en dialogue étroit avec le président américain, c'est super. Mais lorsqu'on repense à l'histoire de l'Europe après 1945, cette Europe de la paix, cette Europe qui devait être politique, mais c'est pipeau, ça. Et qu'aujourd'hui... C'est les Américains qui nous assurent. Exactement. Ça n'a jamais été et surtout que d'un point de vue idéologique, il y a des pires idéologies qui rentrent à l'Europe et qu'on n'est toujours pas capable de gérer ce continent pour que s'y instaure la paix véritablement sans les États-Unis. Je trouve que ça, c'est très frappant. Et c'est vrai, Alexandre Manel, c'est les États-Unis qui ont assuré notre sécurité. Mais ils ne se retireront pas complètement. C'est leur intérêt aussi. Le marché européen est un marché important. Ils veulent lâcher du lest dans l'OTAN. Ils veulent lâcher un peu moins d'argent. Ils pensent déjà retirer certains soldats d'Europe centrale ou des pays baltes. C'est beaucoup pour l'Europe. Donc laisser le champ libre à Poutine? Non, mais je considère que peut-être... S'ils se retirent des pays baltes... Les soldats en Pologne, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre d'entretenir. Et puis ils font le pari qu'on achètera plus de matériel militaire. C'est une ligne comptable. Armez-vous, bien sûr. Défendez-vous. Achetez notre matériel. Et vous allez vous appauvrir. Ça va appauvrir l'Europe, parce qu'elle ne pourra pas mettre l'argent ailleurs. Et les Américains qui vont se retirer un peu, les faire payer et en profiter derrière économiquement. La réelle politique. C'est très très cynique, mais de la part de Trump, c'est... Mais on n'est pas d'accord entre nous, les États européens ne sont pas d'accord. Oui, mais on va être obligé d'aller en Ukraine pour... quand ici, il y a la paix et qu'il faut une force d'interposition... Je suis très curieux de voir comment ça fonctionnera, cette force d'interposition. Qui ira réellement? Non, mais qui va... Sous quel mandat? Est-ce que c'est sous le mandat de l'ONU? Est-ce que c'est sous le... Mais sous l'OTAN, c'est impossible. Suggéré, c'est pas possible. Mais je sais bien. Et est-ce que Vladimir Poutine, entre guillemets, acceptera cette fois la légitimité de cette force d'interposition? Et par ailleurs, s'il y a beaucoup de Français et de Britanniques, la Grande-Bretagne a l'arme nucléaire, nous aussi, ça peut avoir des conséquences. Vous allez parler de quoi ce soir dans votre émission, Gauthier Lebret? Croyez-moi, on va consacrer une belle part à Jean-Michel Apathy. Parce que là, en plus, il y a des réactions politiques qui tombent en veux-tu, en voilà. Éric Ciotti, Jordan Bardella, vous voulez que je vous tue? Je vais alors vous lire rapidement parce qu'après. Il faut que je le prenne quand même. Je vais pas inventer les propos de Jordan Bardella, donc j'accède à mon téléphone. Donc Jordan Bardella, la comparaison osée par Jean-Michel Apathy est une odieuse falsification de l'histoire et une insulte à tous les rapatriés d'Algérie. En plein conflit ouvert avec l'Algérie, reprendre les éléments de langage du FLN pose la question de l'indépendance de ce prétendu journaliste qui ne manque jamais une occasion de salir la réputation et le passé de la France. Ça sera au menu de votre émission. Merci à vous tous. Merci à